Alexandre, bonjour, bienvenue parmi nous. C'est ma journée aujourd'hui. Chirurgien, entrepreneur, essayiste, l'intelligence artificielle est votre sujet de prédilection. Et vous êtes volontiers provocateur quand il s'agit d'écologie, on va y revenir. Mais d'abord, vos prises de position sur la société à l'ère du numérique ont fait de vous une référence pour la droite et pour une partie de l'extrême droite. Marine Le Pen vous cite volontiers aux universités d'été du Rassemblement national. Certes, le monde est tourmenté. Certes, la situation de la France est source d'inquiétudes grandissantes. Certes, nos sociétés sont à l'aube de changements technologiques aux conséquences encore incalculables, comme l'a brillamment exposé hier Laurent Alexandre lors de sa conférence. Laurent Alexandre, vous étiez donc aux universités d'été du Rassemblement national en septembre dernier, tout comme à la convention de la droite, aux côtés donc de Marion Maréchal et d'Éric Zemmour. Vous sentez-vous aujourd'hui en adéquation avec les idées d'extrême droite? Je suis un libéral en mœurs, favorable à la PMA et au mariage pour tous, libéral en économie, libéral en politique, donc je suis un centriste. D'ailleurs, je suis plutôt de centre-gauche, vu mes positions en matière de mœurs. Donc, je suis à l'opposé de Marion Maréchal. Mais quand on veut discuter politique, quand on veut participer au débat intellectuel, il faut aller débattre avec des gens qui sont opposés à vous. D'aller convaincre les schumpeteriens libéraux favorables à la PMA n'a aucun intérêt. C'est pour ça que je vais très régulièrement, par exemple, à la Manif pour tous. J'espère, si j'ai encore 10 ou 15 ans devant moi, j'espère les convaincre. Est-ce que le fait que Marine Le Pen vous cite en exemple vous pose problème? Elle ne m'a pas cité en exemple. Brillante analyse. Elle a dit qu'il y a des points que j'ai évoqués lors de la conférence que j'ai fait au RN à Fréjus. Il y a des points qui l'avaient perturbé sur la non-préparation de la population française à la révolution technologique. Et je parle aussi bien au RN que je vais dans des loges maçonniques ultra-mélanchonistes avec plein de trotskistes. Moi, je suis ouvert à la discussion avec tout le monde. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Le fait de participer aux universités d'été du Rassemblement national de la Convention de la droite ? Si ça lui fait plaisir et si lui donne un kick spécial d'aller à ces rassemblements, c'est sa liberté. Hein. Vous n'aimez pas non, moi, mais moi, c'est pas la peine non plus, et c'est pas moi qu'ils inviteraient. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Est-ce que c'est pas un peu gênant de participer au débat politique français et vous dites que vous êtes un centriste de gauche en étant un exilé fiscal, puisque après avoir vendu Doctissimo... Qu'est-ce qui vous permet de dire Parce que vous avez mis toute votre fortune en Suisse, vous vivez en Suisse. En Suisse ? En Belgique. En Belgique, pardon. En Belgique. Et donc, est-ce que c'est pas un petit peu gênant ? Mais attendez, je vis en Europe et j'ai le droit de vivre où je veux, et je vous signale que Bruxelles est plus près de Paris que de Lyon. Donc, je ne vous autorise pas à dire que je suis un exilé fiscal et rien ne permet de le dire. Non, mais vous avez là encore le droit de choisir l'optimisation fiscale. Vous avez vécu en Allemagne à une période de votre vie. Je vis toujours en Allemagne. Vous étiez obligé de le faire. Personne ne le reproche à Daniel Cohn-Bendit. Quand c'est De Gaulle qui l'a foutu dehors, ce n'était pas de son propre chef, alors là, ce n'était pas son propre fiscalement, c'est pas très favorable d'être en Allemagne. Franchement, si on est européen, ce que je suis, on a le droit de vivre où on veut. Si demain vous voulez aller vivre à Berlin ou à Copenhague, mais vous le feriez pas parce que fiscalement à Copenhague, c'est plus compliqué. On vit où on veut. On va pas commencer à interdire aux gens de circuler à l'intérieur de l'Union européenne. Calmez-vous. Personne ne demande de vous interdire. On a le droit d'avoir un petit sourire quand on a un pactole et qu'avec ce pactole, on va s'établir à Bruxelles. On a le droit, même si vous avez le droit, c'est votre liberté. Moi, contrairement au RN, je suis profondément européen et je considère que Bruxelles est en Europe. C'est la capitale de l'Europe, d'ailleurs, je ne vous apprends rien. Et donc, je suis chez moi. Malheureusement, fiscalement, il n'y a pas d'harmonisation. C'est pour ça que vous avez le droit, et je trouve qu'en tant que libéral schumpeterien, vous direz, mais bien sûr que je recherche la meilleure possibilité d'optimisation fiscale. C'est votre liberté, ce n'est pas un crime, mais il faut avoir, si on veut, la lucidité et le courage de l'avouer. J'ai aucune raison d'avouer les présupposés que vous avez en tête. Allez, on vous reçoit pour l'urgence climatique aussi. Sur la question de l'urgence climatique, vous n'êtes pas
anti-écologie, mais plutôt anti-écologiste. Pour vous, je vous cite, l'écologie politique saborde la civilisation occidentale. Qu'avez-vous à dire à Dany Levert ? Je ne suis pas contre la vision de Daniel Cohn-Bendit. Je me sens assez proche de Daniel Cohn-Bendit. En revanche, les collapsologues qui veulent fermer les centrales nucléaires, ce qui augmenterait le CO2, qui veulent casser la croissance, les Aurélien Barraud, les Vargas, qui veulent faire baisser la production de 30 à 40% en nous enfonçant dans la décroissance, je pense qu'il conduirait à une révolution violente, modèle 1793. Parce que ce sont les adeptes de l'effondrement que vous appelez les Khmers verts. La décroissance effondriste, c'est super rigolo quand on est bobo de magot. Et quand j'étais à l'ENA, j'ai passé pas mal de temps de magot, c'est super rigolo. En revanche, quand on est gilet jaune, la décroissance, c'est l'horreur. La décroissance, ça veut dire baisse du pouvoir d'achat. On a mis dans la tête des gens que la décroissance, c'était un truc sympa. Non, la décroissance, ça veut dire baisse du pouvoir d'achat des pauvres. Pas des riches, des pauvres. Et donc la décroissance me paraît extrêmement dangereux. Et le discours de panique de Greta Thunberg me semble contre-productif. Je n'ai jamais été climato-sceptique. Jamais. Je suis pour une taxe CO2 très forte. Je l'ai encore écrit dans l'Express la semaine dernière. Donc je suis tout à fait au courant de l'urgence écologique. Mais le discours collapsologique et de panique me semble très dangereux. Et il occulte des points très positifs. Je suis très frappé de voir que l'opinion publique pense que la pollution atmosphérique dans les grandes villes, et par exemple à Paris, s'aggrave, alors qu'elle s'est effondrée depuis 1950. Si on prend le SO2, le dioxyde de soufre, on a été divisé par 1000. Le benzène s'est effondré, le plomb s'est effondré, le CO s'est effondré, les NOx se sont effondrés, les particules fines sont en baisse très forte. Et l'opinion est persuadée qu'on étouffe dans nos villes alors que la situation s'est améliorée. Donc globalement, il y a des problèmes écologiques majeurs, mais on a tellement fait peur aux gens que même ce qui va beaucoup, beaucoup mieux qu'avant, eh bien, ils ne le voient pas. Alors, faisons la part des choses. Sur la décroissance, c'est vrai. La décroissance comme cela ne veut absolument rien dire. Parce que moi, je suis pour qu'il y ait sur certaines choses une décroissance de CO2, par exemple, et je suis pour une croissance, par exemple, de l'énergie renouvelable. Donc, on ne peut pas dire croissance-décroissance, ça dépend de quoi. Il faut rééquilibrer un peu la croissance, c'est-à-dire de lui donner un contenu écologique, un contenu donc durable. Bon, ça, c'est un débat. Sur Greta, je trouve un peu idiot qu'on s'acharne sur elle. Évidemment que personne ne va dire « elle a toujours raison ». Mais ce qui est intéressant, c'est que des tas de jeunes, dans leur angoisse face à l'avenir, et il faut comprendre qu'ils ont une angoisse. Ça ne sert à rien de leur dire mais non, tout va bien. Greta Thunberg, Laurent Alexandre, c'est votre cible favorite sur les réseaux sociaux. Vous vous définissez même sur Twitter comme un anti-Greta Thunberg. Le discours qui panique les jeunes m'a fait peur. Vous savez que je suis chirurgien. Et un jour, à la fin d'une de mes conférences, il y a une gamine qui vient me voir et qui me demande comment on fait pour se faire stériliser. Paniquée, elle voulait diminuer son empreinte CO2. Puis elle pensait qu'il n'y avait pas d'avenir pour son gamin, et donc elle voulait être stérilisée alors qu'elle n'était même pas majeure. Et c'est vrai que ce jour-là, je me suis dit que le discours collapsologique et le discours de panique, et vous savez, Greta ne cesse de répéter « je veux que vous paniquiez », ce discours me semble très très angoissant pour la jeunesse. Et je pense qu'il est contre-productif. Mais franchement, quand on voit des gamins de primaire à l'école, notamment chez moi en Flandre, des gamins à qui on fait peur avec le réchauffement climatique, des gamins qui sont jeunes, je pense que c'est irresponsable. Mais l'instrumentalisation de la jeunesse à ce point, et notamment des petits, Greta est presque une adulte, ça me paraît quelque chose de coupable. Est-ce que vous n'êtes quand même pas d'accord sur le fait que même si sur la forme on peut ne pas être d'accord avec Greta Thunberg, vous êtes très pas d'accord avec elle, pour pousser loin le bouchon, sur le fond, elle dit simplement une chose, écoutons les scientifiques. Donc vrai. Sur le fond, vous êtes d'accord avec elle? Excusez-moi, c'est pas vrai. Sur le nucléaire, elle est contre le nucléaire, c'est même sur son profil Facebook, alors que le GIEC ne voit de possibilité de diminuer rapidement le CO2 que grâce au nucléaire, parce que vous savez que le renouvelable, c'est génial, mais pour encore quelques milliards d'années, les nuits sans vent,
eh bien, il faut allumer des centrales à gaz si on n'a pas de nucléaire, parce que les nuits sans vent, ni le photovoltaïque, ni l'éolien ne fonctionnent. Sauf si on arrive à stocker l'énergie. Vous savez très bien qu'on ne stockera pas l'électricité de façon massive avant 2040. Le coût du stockage est considérable. Et vous savez très bien que c'est la raison pour laquelle, chez vous, en Allemagne, on produit 8,6 fois plus de CO2 que la France par kilowattheure, après avoir dépensé 500 milliards pour mettre des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, ce qui est un scandale écologique absolument... Non. Alors là, vous mélangez un peu tout. Je mélange rien du tout. Si, vous mélangez un peu tout, mais... je ne mélange rien. La situation allemande... La situation allemande... Eh bien, le fait... L'erreur qui a été commise en Allemagne, c'est de ne pas avoir eu une stratégie qui allait de pair entre la sortie du nucléaire et la sortie du charbon. Là, vous avez raison, c'est une erreur fondamentale. Je ne le lis pas. Maintenant, sur le nucléaire. Moi-même, je l'ai écrit, donc c'est pas... c'est vrai qu'on peut sortir du nucléaire en France ou en Allemagne, dans une période là, mais que le problème du nucléaire, si on veut vraiment lutter contre la dégradation climatique, c'est-à-dire se pose en Inde, se pose en Chine, et que aujourd'hui, si l'on veut rapidement réduire le CO2 en Inde ou en Chine, on doit garder, peut-être même faire évoluer le nucléaire dans ces pays. Ça se pose autrement dans certains pays parce que la nécessité d'énergie, vu la population, et la capacité de développer les énergies renouvelables ne vont pas de pair. Donc, vous avez un argument. Le problème de Greta Thunberg, c'est pas de dire elle fait une erreur sur le nucléaire. Greta Thunberg, et moi, c'est pour ça que je dis, les jeunes n'ont jamais toujours raison, mais ils n'ont jamais toujours tort. Je voudrais vous entendre, Laurent Alexandre, justement sur l'une de vos cibles ces derniers jours, les militants du mouvement Extinction Rébellion, qui mènent depuis le début du mois des actions de désobéissance civile un peu partout dans le monde, et notamment à Paris. Hier, l'un d'eux a escaladé, par exemple, la pyramide du Louvre pour y planter un drapeau vert. Ces actions-là, elles vous affligent ? Non, mais je ne voudrais pas que derrière le folklore New Age chamanique, y ait un discours anti-progrès, un discours décroissantiste qui s'impose, parce que le discours décroissantiste dans des sociétés déjà fragiles comme la nôtre aurait des conséquences extrêmement graves. C'est la certitude d'avoir les extrêmes au pouvoir. Moi, ce qui me fait très peur dans ce discours décroissantiste, c'est qu'on voit bien ce qui se passe quand le pouvoir d'achat ne croit pas. On a les gilets jaunes, et si demain on a -1, -2, -3% par an, comme les décroissantistes le souhaitent, on aura cette fois-ci de façon certaine les extrêmes au pouvoir. Vous ne voyez... En tant que libéral, je ne le souhaite pas. Dans Extinction Rébellion, vous ne voyez, je reprends vos termes, qu'un folklore New Age chamanique ? Ah non, je ne vois pas que ça. Je vois derrière une proposition politique qui n'est pas bien claire, mais qui est globalement décroissantiste et d'extrême gauche. Moi, je suis un libéral, donc les pastèques avec 1 mm de vert et puis tout rouge à l'intérieur, ça me fait pas fantasmer. Moi, je crois qu'il faut... Vous pouvez jouer au malin, vous pouvez être intelligent. Il ne faut pas jouer comme ça avec des mouvements qui, aujourd'hui, ont une certaine influence dans la jeunesse. Et le problème, c'est pas de dire... Moi, je suis d'accord avec vous. Je ne crois pas à la décroissance. Je suis d'accord avec vous. Vous avez vu que la fondatrice des Verts en Allemagne les a traités de sectes ésotériques ces derniers jours. Oui, elle est d'extrême gauche. Alors, si vous la prenez elle comme exemple, je vais vous dire des tas de citations qui ne vous plairaient pas d'elle. Donc, je crois que celle-là, vous avez un mauvais exemple. Mais je veux dire, même vos avis... elle, alors, c'est mon ennemi politique la plus radicale. Parce qu'elle, c'est une intégriste des Verts, c'est contre tous les réalos. Alors là, Jutta Dittfurt comme exemple, alors là, vous êtes gouré. Là, revoyez votre manifeste. Et Extinction Rébellion, vous en pensez quoi, Dany ? Moi, Extinction Rébellion, c'est un mouvement qui a une émotion qui, politiquement, n'a pas raison, mais que c'est un mouvement qui exprime cette émotion qu'il y a dans Friday for Future. Vous savez, on est dans une société compliquée. Vous avez le mouvement Friday for Future qui a des centaines de milliers de personnes qui signent ça. Et vous avez un nouveau mouvement en Allemagne qui s'appelle le vendredi pour mes cylindrés. C'est un peu, on veut défendre nos cylindrés. Et donc, ce mouvement a plusieurs centaines de millions maintenant d'adeptes. Avec leurs grosses bagnoles. Avec leur gueule, oui, défendre mes bagnoles, comme toi. Ma bonne bagnole. Non.
Il a Moi, j'aime bien. Sur Extinction Rebellion, est-ce C'est que ça. tous ces mouvements, que ce soit celui de Greta Thunberg, mais aussi Extinction Rebellion, ne sont pas un thermomètre, une sorte de témoin d'une prise de conscience de la jeunesse? C'est un thermomètre, mais pendant que l'Europe ne pense qu'à Extinction Rebellion, ne pense qu'à la décroissance et à freiner le progrès avec des géants comme Aurélien Barraud qui veulent même qu'on interdise la 5G, la Chine devient la première puissance technologique mondiale. Non, mais Aurélien Barraud n'a aucun pouvoir. Je ne voudrais pas d'un monde où les Verts et la défense des coquelicots conduisent à ce que le modèle chinois, qui est un modèle totalement illibéral, dictatorial, On est d'accord. avec l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins malignes contre les libertés derrière le grand firewall, deviennent On est s'étendent d'accord. dans le monde. Or, aujourd'hui, nous avons 0 de taux de croissance, l'Europe est larguée dans toutes les nouvelles technologies et on pourrait développer sur mon sujet de prédilection qui est l'intelligence artificielle et pendant ce temps-là, la Chine explose. Les collapsologues sont en Europe et les technologues sont en Chine et ça c'est un problème si on veut défendre la liberté à l'horizon 2050. Pas le contraire, personne. Et d'ailleurs, vous allez... Donc il va falloir un peu penser au progrès et à la science, vous allez avoir... et pas uniquement penser à la décroissance et à la collapsologie, sinon on va devenir effectivement une colonie chinoise. Laurent Alexandre, comment sont les adolescents dans votre famille? Est-ce qu'ils ont le droit d'aimer Greta Thunberg? Est-ce qu'ils ont le droit de participer à des événements comme Extinction Rebellion? Mes enfants sont pro-progrès, ma femme est ingénieure, on aime la science, on aime le progrès, donc mes enfants ne sont pas vraiment pro-Greta ni pro-Extinction Rebellion. Pourquoi il y a une explosion dans des pays comme la France ou l'Allemagne, une explosion du vote écologiste des jeunes? Parce que les jeunes sont débiles? Non, pas du tout. Mais pourquoi? Vous savez, moi, quand j'étais au lycée, on avait manifesté pour Pol Pot. Donc les jeunes ont besoin... vous aviez manifesté pour Pol Pot? Pas moi. Ah bon? Je voulais juste savoir. C'est la révélation de ce matin. J'étais bariste à l'époque. J'étais déjà un petit vieux. Mais vraiment vieux. Mais je suis un Aaronien, donc Aaron est pour moi, c'est Aaron plutôt que Sartre. Donc la liberté plutôt que Pol Pot. Mais donc, ce que disent les jeunes est intéressant, c'est un signal important, mais on n'est pas obligé d'écouter les jeunes quand ils ont défendu le stalinisme. Non, c'est faux. C'est faux. Les organisations d'extrême gauche ont défendu le stalinisme, les trotskistes, les marxistes-léninistes. La majorité des jeunes ne défendaient pas, ils s'en foutaient complètement. Sûr, mais parmi les jeunes actifs, il y en a qui dans les années 50 ont défendu le stalinisme et ça n'en fait pas un modèle. Je corrigeais juste votre vocabulaire qui dit les jeunes ont défendu. Monia. Les organisations d'extrême gauche... Parmi les jeunes actifs. Ouais, mais c'est une extrême minorité. J'ai pas dit que c'était tous les jeunes, hein. Oui, pas dire ce que Monia. Laurent Alexandre, je ne vais pas déformer vos propos, mais le mouvement Extinction Rebellion, on est allé sur le terrain et malheureusement, ce n'est pas qu'un mouvement de jeunes. On est allé, il y a des personnes de tous les âges, de votre âge aussi, vous êtes jeune aussi. Mais je suis pas jeune, j'ai 60 ans, je suis un vieux. Vous êtes vieux, vous comme êtes vous jeune. voulez. Comme vous voudrez. Et là-bas aussi, nous avons rencontré de nombreuses personnes qui sont gilets jaunes aussi. Donc comment analyser ça socialement finalement? Parce qu'il y a une espèce de convergence des luttes. Il y a une petite convergence. Mais enfin, les gilets jaunes, quand on va baisser leur pouvoir d'achat de 30% et puis que la Sécu pourra plus payer les nouvelles chimiothérapies contre la leucémie de l'enfant qui sont entre 50 000 et 500 000 euros par an, ils resteront pas gilets jaunes. Non, mais il faut rebondir sur ce que dit Monia. Dans la décroissance, il faut bien comprendre que dans une société vieillissante comme la nôtre, la Sécu explose très rapidement. Il faut voir ce que coûtent les nouvelles thérapies. Je suis bien placé, je connais bien ce sujet. C'est extrêmement cher. La solidarité ne peut pas persister si la production intérieure brute baisse de 20, 30 ou 40% par décennie. Pour rebondir sur ce que dit Monia, est-ce qu'il n'y a quand même pas, on l'a vu avec la manifestation devant les élus après Lubrizol, où il y avait des gilets jaunes, des gens d'extrême gauche et des écolos. Là, il y a une espèce aussi de mayonnaise qui prend entre l'extrême gauche, les gilets jaunes et les écolos. Est-ce que là, il n'y a pas là le début d'un mouvement plus profond et moins, je dirais... moins ésotérique et moins babos. Voilà. Oui. Pas que des babacools jeunes. On ne prévoit jamais les mouvements politiques. Personne n'a prévu mai 68. Même Le Monde n'avait pas vraiment prévu mai 68. On ne prévoit pas les mouvements. Macron et la société civile n'ont pas vu arriver les gilets jaunes. Donc la mayonnaise de la convergence des luttes, elle peut marcher ou pas. Personne ne peut le dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, mon sentiment, c'est que la décroissance aggraverait
tous les problèmes de la France, rendrait les Gilets jaunes plus malheureux, nous vassaliserait face à la Chine en quelques décennies, et puis, je le disais tout à l'heure, ça ferait le jeu des extrêmes, parce que la baisse du pouvoir d'achat des classes populaires ne nous mènerait pas vers un macronisme triomphant ou un libéralisme triomphant, mais nous conduirait vers la recherche de l'homme présidentiel autoritaire. Est-ce qu'on peut laisser de côté la décroissance et quand même dire que nos sociétés pourraient faire beaucoup plus sur la réduction de CO2, de faire beaucoup plus contre le réchauffement climatique, sans parler de la décroissance. Et je suis convaincu. Eh ben, c'est ce que dit Greta Thunberg. Non. On va parler exactement. On en parlera demain. Je voudrais vous entendre, Laurent Alexandre, sur l'engagement des stars. L'actrice... Je suis d'accord. Dany, on va parler de Jane Fonda. L'actrice Jane Fonda a été menottée et interpellée ce week-end devant le Congrès américain alors qu'elle manifestait pour le climat. Que pensez-vous de l'engagement des stars aux États-Unis ou en France aussi? Les stars, les acteurs se sont toujours mobilisés pour des causes, parfois des bonnes causes, parfois des mauvaises causes. Dans les années 50-60, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui n'étaient pas... Enfin, il y a beaucoup d'acteurs, qui étaient staliniens puis pro-soviétiques. On en a vu qui ont nié le goulag, qui ont nié les problèmes de liberté en Union soviétique. Il a fallu très longtemps pour qu'un homme comme Yves Montand, qui est devenu libéral, rentre dans le camp de la liberté. Il a soutenu le goulag pendant très longtemps, implicitement ou explicitement. Donc implicitement, Jane Fonda se trompe autant. Non, je ne dis pas ça. Le fait qu'il y ait des acteurs qui soutiennent une cause ne fait pas que la cause est bonne. Quand Juliette Binoche soutient les pétitions d'Aurélien Barraud, ça la popularise. C'est pas ça qui me rend plus sympathique les thèses décroissantistes et apocalyptiques d'Aurélien Barraud. Je crois qu'il a un argument quand Marion Cotillard met en cause les complotistes, remet le 11 septembre. Et tout ça, c'est pas très malin. Alors que c'est une grande actrice. Oui. Je veux dire, il faut pas. Donc, c'est vrai. Il y a des grands acteurs qui disent des grosses conneries. Oui, et il y a des grands scientifiques qui disent des grosses conneries. Et il y a des grands libéraux qui disent des grosses conneries. Enfin, la connerie n'est pas. Elle est partagée partout. Vous savez très bien qu'après-guerre, une grosse partie des généticiens et des biologistes français a soutenu Lysenko sur ordre du camarade Staline contre la vérité. C'est à ce moment-là que Jacques Monod, futur prix Nobel de biologie, s'est séparé du Parti communiste. Et une grosse partie de l'intelligentsia scientifique française a soutenu Lysenko. C'est le moment où les intellectuels communistes comme Aragon donnaient des cours de génétique. Aragon écrivait des articles de génétique dans les lettres françaises. On était en plein délire. Donc c'est pas. Je vous sens pas sensible, Dany, non plus à l'engagement de Jane Fonda? Si, moi j'adore Jane Fonda, mais ça c'est autre chose. Elle a été. Moi aussi, j'aime beaucoup Jane Fonda. C'est pas pour ça qu'elle a raison. Non, mais elle s'est engagée contre la guerre du Vietnam. Elle a fait donc des tas de choses. Maintenant, sa défense de la chirurgie esthétique n'est pas tout à fait mon fort. Elle est magnifique, franchement. Oui, mais elle est magnifique, mais j'ai le droit, et je la trouve magnifique. Jane Fonda est l'un des plus grands succès de chirurgie esthétique. Non, de Photoshop. Eh ben, vous nous amenez sur la chirurgie esthétique, justement, Laurent Alexandre. Après l'emballement autour du vrai-faux Xavier Dupont de Ligonnès ce week-end, qu'on a dit un temps méconnaissable en raison d'une opération de chirurgie esthétique, des internautes ont réalisé ce montage qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux ce week-end. Vous avez vous-même retweeté. Hein. Pourquoi? Parce que ça vous a amusé, cette ressemblance? C'est vrai que vous ressemblez plus à Xavier Dupont de Ligonnès que la personne qui a été arrêtée ce week-end. Ouais. Écoutez, c'était rigolo. On vous prend pour lui des fois ou pas? Non, pas encore. Faites gaffe. À propos des réseaux sociaux, à Glasgow, il m'aurait pas lâché. À propos des réseaux sociaux, vous avez dit il y a 2 ans, il suffit de publier 2 ou 3 tweets un peu clivants et au bout de 2 ans, on a 30 000 followers. Non, je l'avais pas dit sous cette forme-là, mais effectivement, il y a une prime aux gens qui sont clivants. D'ailleurs, on voit bien que la raison scientifique a du mal à s'imposer, mais Twitter est un format qui ne permet pas des discussions longues. Vous jouez beaucoup avec ça, quand même. C'est l'un des problèmes de la bulle des réseaux sociaux. Vous jouez beaucoup avec ça, avec les réseaux sociaux, quand même. Oui, mais si vous voulez, heureusement qu'il y a 2-3 mecs qui sont pas collapsologues et qui tweetent un peu, parce que s'il y avait que les collapsologues qui s'expriment,
phobie. Il faudrait se flinguer tout de suite. Vous faites une phobie sur les collapsologues. Je fais aucune si phobie. Vous faites une phobie. Je ne suis pas phobique. Je considère qu'ils sont dangereux. Oui, non, ils sont pas aussi dangereux que ça parce que ils ont une influence minime même sur les manifestations. Vous avez toujours eu une tendresse particulière pour les foufous, moi, moins. Moi, j'ai une tendance particulière pour les mouvements parce que je trouve que ce sont quand même les mouvements qui font évoluer les sociétés. Mais que je sais, de mon expérience, que ces mouvements n'ont pas toujours raison et qu'ils peuvent dire des bêtises. Merci Laurent Alexandre. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Je vous inviterai avec Yves Cochet la prochaine fois, si vous le souhaitez. Allez, on se retrouve dans 2 minutes. Nous parlerons de Brigitte Macron qui, en ce moment même, fait une dictée à des élèves d'un collège parisien. Un retour aux sources pour la bonne cause. À tout de suite.